entre les moyens d'information, la règle d'or est encore celle de la complémentarité. Vous écoutez Radio Mali, il est 7 heures à Bamako, même heure à Ségou et à Sévaré. Le journal, Aguibou Koulibaly. Les titres. À Ségou, les FAMA ont neutralisé des terroristes, détruit leurs bases et saisi leur matériel. Cela prouve à suffisance la montée en puissance des forces armées maliennes dans la deuxième région militaire. On en saura plus avec Yaya Konaté en début de journal. La coopération espagnole vole au secours des femmes victimes de traumatismes émotionnels à cause des conflits dans la région de Mopti, avec plus de 65 millions de francs CFA pour leur prise en charge psychologique, et les détails à suivre avec Boubacar Sangaré. À l'international, des unités de production mobile pour le vaccin anti-Covid bientôt envoyées en Afrique. En sport, les Aigles d'Âme ont été battus par les Lions du Sénégal au compte du match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine, et le président de la Fédération malienne de football a animé hier une conférence de presse sur la participation malienne à la CAN Cameroun 2021. Les détails à suivre avec Abdul Karim Kabar. Et enfin, la chronique judiciaire s'intéresse aujourd'hui à un fait de société, l'abus de confiance. Voilà pour le sommaire, tout de suite, les détails. Et bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 17 février 2022. Des terroristes neutralisés, des bases détruites, du matériel saisi, autant de signes de la montée en puissance des forces armées maliennes dans la deuxième région militaire. Desserrer l'étau autour des populations pour leur permettre de vaguer à leurs occupations, telle est la finalité recherchée. Et la région militaire a été dotée de moyens pour le faire, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux à Ségou, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Au camp Chekou Amadou Tall de Ségou ces derniers temps, un balai incessant de convois militaires. Ici, les patrouilles succèdent aux patrouilles. L'heure est désormais à l'offensive afin de traquer l'ennemi dans ses derniers retranchements. Colonel Didier Dambélé, commandant de la 2e région militaire. Le dernier trimestre a vu, avec la descente des eaux et la praticabilité des pistes, voir quand même un déploiement exceptionnel des forces. Vous avez constaté certains balais, des visites d'autorités sur le terrain pour aller galvaniser les hommes qui ont récemment acquis du matériel de pointe. Vous pouvez constater aussi qu'au niveau du cercle de Nyono, avec ces opérations que nous avons lancées, beaucoup de terroristes ont été neutralisés, du matériel a été saisi, beaucoup ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour les investigations. Ces derniers temps-ci, avec les ratissages conjugués de plusieurs positions, le taux s'est vraiment resserré sur des terroristes résiduels qui, quand même, malgré tous nos efforts, détiennent quand même encore une capacité de nuisance considérable. Une menace toujours présente donc malgré les efforts, avec notamment l'utilisation par les groupes terroristes d'engins explosifs improvisés. Les EI dont la présence ralentit quelque peu la progression des hommes sur le terrain, mais plus pour longtemps au dire du colonel Dambélé. Avec l'usage désormais systématique de chaînes DI et non des EI isolés. Ça avait permis à un certain moment même d'empêcher la circulation sur la RN33 qui
est un axe logistique majeur, non seulement pour le pays, mais pour la sous-région aussi. Alors, nos équipes chargées de la neutralisation de ces engins explosifs font du bon boulot sur le terrain. Terroristes neutralisés, bases détruites, matériel saisi, autant de faits illustratifs de la montée en puissance des forces armées maliennes dans la deuxième région militaire. La dotation en matériel sophistiqué, le traitement des hommes, mais aussi et surtout la restructuration au niveau de l'armée de terre sont passés par là. Colonel Didier Dambélé. Nous passons de 2 régiments d'armes avec 10 compagnies à désormais 21 compagnies pour la deuxième région militaire. À ces forces de la région militaire, nous avons des forces de sécurité qui viennent en renfort dans le cadre du maillage sécuritaire issu du PCIRC. Cela nous a permis sur le plan opérationnel d'assurer quand même un maillage sécuritaire cohérent de plusieurs cercles de la région de Ségou, la région de San, la région de Koutiala et une partie de la région de Mopti, notamment le cercle de Tenenkou et de Yuaru. Des compagnies dotées de moyens propres et projetées avec l'autonomie nécessaire après une préparation opérationnelle, tous les ingrédients de la réussite semblent désormais réunis, ce qui affecte positivement le moral des troupes. Des hommes engagés sans réserve qui ont à cœur désormais la réussite de leur mission. Témoignage. Il nous arrive souvent dans des coins où il n'y a pas un agent de santé civile. Si on est sollicité par la population, on doit porter assistance. Et dans la majorité des cas, partout où on est maintenant, dans ces cadres-là, on porte assistance à la population. Parmi les objectifs majeurs que se fixe la deuxième région militaire, une stabilisation de la zone au fils du Niger. Cela pour permettre au géant rizicole d'atteindre ses pleines capacités de production après une campagne et une contre-saison quelque peu perturbée par la menace terroriste. Oui, Yaya Konaté, nous restons dans nos régions. Cette fois-ci, dans la Venise malienne, la coopération espagnole apporte son appui aux femmes victimes de traumatismes émotionnels à cause des conflits dans la région de Mopti. Elle vient de financer un projet pour la prise en charge psychosociale de ces femmes. Coût du projet, plus de 65 millions de francs CFA. Le lancement des activités du projet s'est déroulé hier à Sévaré, au RTM Mopti, Boubacar Sankaré. Le projet Transformation des femmes victimes dans la région de Mopti en vue d'atteindre la paix intercommunautaire est un projet qui contribue à la prise en charge psychosociale des femmes victimes de traumatismes émotionnels. Il est financé à plus de 65 millions de francs CFA par la coopération espagnole à travers l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement et mise en œuvre par l'ONG Wildaf Mali. Bintou Foune Samake, présidente de Wildaf Mali. L'objectif visé, c'est de transformer les femmes victimes de conflits dans la région de Mopti par l'amélioration de leur santé émotionnelle, la formation et la récupération de la mémoire historique en vue de consolider la paix et le vivre ensemble. Et pour atteindre ces objectifs, des stratégies ont été présentées aux participants. Aminata Diara, coordinatrice du projet Transformation des femmes victimes de conflits dans la région de Mopti en vue d'atteindre la paix intercommunautaire. Ce projet va atteindre son objectif à travers les stratégies de formation, la création des espaces de dialogue et le plaidoyer politique, mais aussi à travers des sensibilisations et la prise en charge psychosociale des victimes de conflits. Issa Pléa, deuxième adjoint au préfet de Mopti. Ce projet, dont l'objectif est de restaurer le tissu social et débloquer le capital humain pour une paix durable dans la région de Mopti en vue d'atteindre la construction d'une plus grande cohésion sociale et l'atténuation des conflits intercommunautaires vient à point nommé. Ce projet intervient dans les 8 cercles de la région de Mopti pour une durée de 18 mois. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ERTM. Retour ici à Bamako, l'opération immatriculation et délivrance des permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues est lancée. Cette phase spéciale a démarré il y a 3 mois avec des tarifs promotionnels. Pour réussir l'opération, le département en charge des transports a initié une vaste campagne de sensibilisation avec les services techniques comme la compagnie de circulation routière et l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. Les équipes déployées sur le terrain à Bamako ont reçu la visite de la délégation conduite par le directeur national des transports. Drissa Kone pour le reportage. Si la carte grise et le permis coûtent 33 500 francs CFA, avec cette opération spéciale, il ne coûte que 12 500 francs CFA.
La démarche est bien appréciée car il s'agit à la fois d'immatriculer les engins et de délivrer le permis de conduire avec un coût estimé raisonnable. Isiaka Sanogo, usager. Si ça réussit, c'est une bonne chose pour le pays. Et puis ça va ralentir le vol des motos, etc. Nous sommes à 6 mois de la date butoir de l'opération spéciale. Passé ce délai, l'ancien taux sera appliqué. C'est pour couvrir un nombre important d'usagers que le ministère des Infrastructures et des Transports intensifie la sensibilisation. Panama Damélé, commandant CCR. Nous avons ciblé pour cela 7 carrefours. Il va y avoir des agents de la police, des agents de l'ANASER pour sensibiliser les usagers à 2 roues. La campagne elle a été lancée. Nous avons pris 3 jours pour cette semaine. Et chaque semaine, il va y avoir un jour où les agents seront mobilisés à travers la ville pour sensibiliser nos concitoyens. Mamadou Sou, directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux. Les permis A2, A1 pour le compte des motos, les motos taxis, les tricycles à 5 000 francs. La carte grise et la plaque font 7 500 francs. Et en plus, à partir de maintenant, la grande partie des motos qui ne sont pas encore dédouanées, la donne acceptée à travers le ministère des Finances pour que les dédouanements soient fixés maintenant à 5 000 francs par moto. Le 15 août, il sera ordonné aux forces de sécurité, la police en milieu urbain, la gendarmerie en campagne, de faire des contrôles sanctions. Immatriculer son engin et avoir son permis de conduire sont des actes citoyens. Le Malikoura passe par là aussi. Tout à fait, Idrissa Koné. Dans le cadre de la refondation de l'État, le Mali aura bientôt un programme national d'éducation aux valeurs PNEF. Le projet est porté par le ministère de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Pour mener à bien le processus, le département a mis en place un comité d'experts. Le dit comité chargé d'élaborer le programme national d'éducation aux valeurs vient de tenir sa toute première rencontre officielle. Et c'est avec les médiateurs traditionnels. Compte rendu, Fousseni Tunkara. Un document d'intérêt national est en gestation. Il s'agit du programme national d'éducation aux valeurs, une pièce maîtresse du processus de refondation du Mali, nourri par les autorités de la transition. Pour y parvenir, le ministère en charge de la refondation a mis en place un comité d'experts composé de toutes les sensibilités agissant sur la question. Adama Samassekou, président du comité d'experts pour l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs. Le contexte actuel du Mali s'explique en grande partie par ce que nous avons appelé la dérive des camps, qui est issue aussi de la faillite des différents espaces chargés d'éduquer, de former les citoyens. La question fondamentale aujourd'hui d'avoir un programme national d'éducation aux valeurs est essentielle. Alors l'objet de ce comité d'experts, c'est donc d'élaborer ce programme pour conforter le processus de reconstruction du citoyen malien. Pour mener à bien le processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs, le comité d'experts préconise à l'entame des séances d'écoute. Les médiateurs traditionnels sont les premiers à être consultés. Adama Samassekou, président du comité d'experts pour l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs. C'est une symbolique très forte de commencer par les médiateurs traditionnels. C'est eux qui doivent nous dire quelle est leur vision de cette question. Que faut-il faire aujourd'hui pour restaurer ces valeurs-là et comment les restaurer. Donc ce sont des questions que les médiateurs traditionnels sont les premiers peut-être, sur lesquels ils sont les premiers à nous orienter. À la suite de cette première rencontre, le comité d'experts a dans son agenda toute une série de séances d'écoute des personnalités et des institutions afin d'aboutir à un document final. À 7h passées de 12 minutes, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, dans la région Afar, au nord de l'Éthiopie, près de 3000 personnes ont été déplacées depuis le début des combats avec les rebelles tigréens du TPLF fin janvier. Cela fait 3 semaines que le TPLF a lancé un assaut sur la région Afar, une province extrêmement aride et désertique proche de Djibouti. Les victimes continuent de fuir tant bien que mal les zones en guerre. BioNTech, le laboratoire allemand à l'origine du vaccin à ARN ménager de Pfizer, a dévoilé 2 modules de 12 conteneurs qui seront installés au Rwanda ou au Sénégal afin de fabriquer le vaccin sur place. Cette usine mobile sera envoyée sur place dès le 2e trimestre de cette année. Les premières doses devraient être disponibles 12 mois plus tard.
Ouvrir une usine conventionnelle de ce type prend 3 ans en temps normal. Le défi, explique le PDG de la BioNTech, était de rendre le processus de fabrication compact au point de le faire tenir dans un seul conteneur. L'idée étant de standardiser les quelques 50 000 étapes nécessaires avant d'obtenir le vaccin. Après le Rwanda et le Sénégal, l'Afrique du Sud pourra être le prochain pays à rejoindre ce réseau de production. À présent, la page des sports. La leçon du sport de ce jeudi porte sur le ballon en jeu ou hors du jeu. L'actualité, c'est aussi la Ligue des champions d'Europe avec les rencontres allées. Sur le continent, les Aigles dames ont été battus par les Lions du Sénégal au compte du match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine. Signalons que le président de la Fédération malienne de football a animé hier une conférence de presse sur la participation malienne à la CAN Cameroun 2021. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdoul Karim Kaba. Commençons cette page des sports par cette conférence de presse tenue hier par le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Bavier. Objectif, tirer le bilan de la CAN 2021 marqué par l'élimination des Aigles du Mali en 8e de finale et préparer les barrages de la Coupe du Monde face à la Tunisie en mars. À cette occasion, le staff technique sera renforcé par un collège. Le compte rendu de la conférence de presse avec Sragatou Sissi. Le linge sale se lave en famille. L'élimination des Aigles du Mali en 8e de finale de la CAN, la deuxième consécutive, n'est toujours pas digérée par les supporters. Le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré, vu l'urgence, rencontre la presse pour tirer le bilan de la participation malienne. Mamoudou Touré, président de la FEMAFOOT. Nous avons tout mis en œuvre pour que l'équipe puisse aller faire son regroupement au niveau de l'Arabie Saoudite. Là aussi, vous avez suivi avec nous tout ce qui a été fait dans ce domaine-là. L'État a mis à disposition tous les moyens nécessaires pour nous permettre de nous surpasser. Au Cameroun, nous étions parmi les pays les mieux installés et les mieux logés. Le résultat pour lequel on s'est tous mobilisés n'a pas suivi. La Coupe d'Afrique a été un échec. Le prochain défi des Aigles, c'est les préparatifs des matchs de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la Tunisie en mars. Une décision importante a été prise par le comité exécutif de la FEMAFOOT, la composition d'un collège autour du sélectionneur Mohamed Magasuba. Mamoudou Touré, président de la FEMAFOOT. Nous avons convenu qu'on va mettre en place un collège qui va appuyer techniquement l'entraîneur pour ces 2 matchs. Nous avons pris attache avec Frédéric Oumar Kanouté, avec Cédric Kanté. Seydou, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais par personne interposée, on a pu échanger. Nous avons échangé également avec Momo Sissoko, avec Eric Sekouchel. Nous nous sommes dit, il y a 4-5 ans que Magasuba gère l'équipe nationale du Mali. Et aujourd'hui, on est en phase de jouer un grand coup à travers les 2 matchs de la Coupe du Monde. Donc nous nous sommes dit, il faut le concours d'autres experts. Le président Touré demande le pardon et l'union sacrée au peuple malien. La Coupe du Monde, une occasion rêvée pour cette génération, a conclu le président de la FEMAFOOT. Sur le continent, l'actualité reste dominée par le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Un match allé jouer hier à domicile, le Sénégal a battu le Mali par le minimum d'1-0. Mardi prochain, ici à Bamako, les Aigles dames tenteront de renverser la situation au compte du match retour. En Europe, match aller des 8e de finale de la Ligue des champions. Red Bull Salzbourg de nos compatriotes Mohamed Kamara et Sékou Koïta a tenu en échec le Bayern Munich, score final 1-0. Dans l'autre rencontre de la soirée, Liverpool s'est imposé en Italie 2-0 face à l'Inter Milan. Ces matchs allés de la Ligue des champions d'Europe se poursuivront la semaine prochaine avec 4 rencontres. À présent, la leçon du sport. Pour terminer, la leçon du sport de ce jeudi porte sur le ballon en jeu ou hors du jeu. Un ballon mis en jeu ou hors du jeu obéit à des règles auxquelles les arbitres veillent en football. Quelles sont les conditions du ballon en jeu ou pas? Élément de réponse dans cette leçon du sport que nous propose Isaac Tchenou. Il est difficile de jouer au football, voire impossible, s'il n'y a pas un ballon en jeu. Ce ballon indispensable pour la pratique du football est régi par une loi
quant à sa mise en jeu ou hors du jeu. Les conditions de mise en jeu sont précises, nous dit Ibrahim Aboubakar Aïdara, instructeur national des arbitres. Le ballon est en jeu dans toutes les autres situations où il touche un arbitre, de même que lorsqu'il rebondit dans le terrain après avoir touché un poteau, la barre transversale ou un drapeau de coin. Dans certaines situations, on peut dire que le ballon est hors du jeu. Le ballon est hors du jeu quand il a entièrement franchi la ligne but ou la ligne touche à terre ou en l'air. Le jeu a été arrêté par l'arbitre. La reprise du jeu obéit à des règles que l'arbitre fait respecter, mais la reprise du jeu restera celle consécutive à l'arrêt. Ibrahim Aboubakar Aïdara. Le ballon touche un arbitre, reste sur le terrain et une équipe peut entamer une attaque prometteuse ou entre directement dans le but ou est récupéré par l'équipe adverse. Dans ces trois cas de figure, le jeu doit reprendre par une balle à terre. Le ballon en jeu ou hors du jeu est régi par la loi numéro 9 du football. Chronique judiciaire. Le présent numéro de Chronique judiciaire s'intéresse à un fait de société pour lequel la justice est régulièrement saisie. Il s'agit de l'abus de confiance. L'abus de confiance est une appropriation frauduleuse de la propriété d'autrui caractérisée par un détournement. Les auteurs encourent une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans. Chronique judiciaire, une réalisation en rediffusion d'Adama Djimde. Les relations humaines sont dans certains cas basées sur la confiance réciproque. Des fois, cette confiance se trouve être abusée, créant du coup ce qu'on appelle juridiquement un abus de confiance. C'est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien qui lui ont été remis et qu'elle a accepté dans le but de les rendre. Aldjouma Abdoulaye Alkouye, vice-président du tribunal de grande instance de la commune 2. Par exemple, lorsque je vous donne ma moto pour amener à la maison, mais lorsque vous, au lieu d'amener à la maison, vous partez vendre, vous êtes dans le cadre de l'abus de confiance. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance, c'est le détournement. Il faut qu'il y ait un préjudice et il faut qu'il y ait une intention. C'est-à-dire que lorsque vous détournez l'objet qui vous a été confié, c'est un élément constitutif de l'abus de confiance. Et lorsque cela porte préjudice à l'intéressé, on est dans le cadre de l'abus de confiance. Et lorsque vous avez l'intention frauduleuse pour vraiment détourner les biens qui vous a été confié, l'objet ou bien une somme d'argent, un objet mobilier qui vous a été confié, on est dans le cadre de l'abus de confiance. Donc, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont le détournement, le préjudice et une intention. L'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance est le détournement qui est caractérisé par la non-restitution de la chose remise à titre temporaire. Le détenteur de cette chose se comporte comme le possesseur, voire le propriétaire, ce qui entraîne une privation de droit légitime de ce dernier. L'abus de confiance est un délit puni de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et facultativement à une peine d'amende allant jusqu'à 1 220 000 francs CFA en République du Mali. Les preuves de l'acte matériel du détournement vont de l'usage abusif au retard de restitution en passant par le refus de restituer et l'impossibilité de le faire. Le préjudice subi par la victime constitue un élément essentiel du délit. Il suffit que l'acte incriminé soit susceptible de priver le propriétaire de ses droits. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 22 minutes à Dangassa et à Bankmana. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly. Réalisation et coordination Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.